Bonjour, bonjour. On va attendre encore une petite minute pour laisser les gens rentrer. Bienvenue à cette activité. En attendant, si vous voulez, vous pouvez peut-être nous dire si vous êtes conseiller ou, bref, autre rôle dans un autre organisme, si vous êtes un entrepreneur avec un projet. Vous pouvez nous écrire ça dans le chat, comme ça on va voir un peu qui est ici. Puis on va débuter immédiatement après. Donc, pendant la séance, on va mettre les participants, tout le monde sur mute pour éviter les interférences avec les présentations des personnes qui vont donner la conférence et des panélistes. Si vous avez des questions, donc au moment où est-ce qu'on va avoir des périodes de questions pour vous, on va vous permettre d'activer votre micro au besoin. Sinon, vous pouvez utiliser le chat. On va essayer de répondre autant que possible. Voilà. La première portion de la conférence devrait être environ une demi-heure. On va survoler finalement les grands éléments de la boussole, les 3 grands types d'entreprises que vous pouvez choisir, donc plutôt de formes d'entreprise que vous pouvez choisir pour votre projet. Et par la suite, on va rentrer dans la portion panel avec nos invités. Donc, je remercie déjà nos invités d'accorder ce temps pour vous. Puis, on va commencer peut-être par se présenter finalement pour la première portion. Léa, veux-tu lancer la balle? Oui, bien sûr. Merci, Erika. Donc, bonjour à vous tous. Merci d'être présents. Je m'appelle Léa Hardy. Je suis conseillère entrepreneuriat et innovation à la CEDEC de Québec, la Corporation de développement économique communautaire. Et moi, aujourd'hui, mon rôle, c'est de présenter les organismes à but non lucratif à volet marchand. Sébastien, je te passe la parole. Oui, alors bonjour tout le monde, Sébastien Tanguay, je suis directeur principal au CAN. Le CAN est un accélérateur de croissance pour les entreprises technologiques. Donc, on accompagne les entreprises technologiques de l'idéation jusqu'à la croissance. On est situé dans le quartier Saint-Roch, on est sous le chapeau de Québec International, l'Agence de développement économique. Donc, notre mission, c'est vraiment, en fait, est double. Un, aider les entreprises à aller plus loin le plus rapidement possible. Et deux, c'est d'animer notre écosystème entrepreneurial au niveau de l'entrepreneuriat technologique. Et donc, aujourd'hui, je vais être là un peu plus pour vous parler de l'entreprise privée et de ses avantages et inconvénients. Et cela dit, disclaimer, je ne suis pas un avocat. Là, on ne rentrera pas dans les grands détails, mais je vais être capable de vous faire un petit survol de ce que ça peut avoir comme avantages et inconvénients. Voilà. Merci, Sébastien. Puis d'ailleurs, merci de le mentionner, on n'est pas des avocats, on est des accompagnateurs, on travaille dans le milieu d'entrepreneuriat, donc on a une bonne connaissance. Et puis, dans le fond, notre rôle, c'est justement d'accompagner des entrepreneurs. Donc, ça vous donne un petit aperçu de ce que vous allez retrouver dans le secteur. Aujourd'hui, vraiment, le but de la conférence, je vous dirais, c'est de vous inspirer, c'est de découvrir et c'est de pousser un peu votre réflexion pour ensuite amener ces réflexions-là puis venir voir les accompagnateurs pour confirmer, valider votre profil et lancer votre entreprise. Donc, pourquoi je suis là aujourd'hui? Mon nom est Erika Gaudreau. Je suis chargée de projet au Réseau Coop, donc la Fédération des coopératives gérées par les travailleurs au Québec. Dans le fond, on a un rôle de faire découvrir le modèle coop et on a un rôle aussi d'accompagnateur au démarrage et aussi au développement post-démarrage, donc pour les coopératives qui sont gérées par les travailleurs fondés au Québec. Donc voilà, donc mon rôle au réseau, c'est de faire justement des rencontres de pré-démarrage, entre autres. Donc, on va commencer. Je vais commencer par vous présenter un peu le but de cette conférence aujourd'hui, puis l'outil qui est derrière l'idée. Donc, la boussole entrepreneuriale, c'est un outil en ligne qui a été lancé en 2013,
qui a été co-construit avec plusieurs partenaires, dont le réseau Coop, entre autres, oui, mais plusieurs partenaires, surtout en entrepreneuriat, donc qui se sont mobilisés pour arriver avec ce questionnaire, arriver avec un pointage aussi pour chaque question, qui vous donne, après 14 questions en à peu près 5 à 10 minutes, 2 profils principaux pour votre entreprise. Donc, ça vous permet de déjà vous questionner, puis d'un peu aller voir la bonne direction, les ressources qui pourraient, disons, être utiles pour votre parcours. Ici, vous avez un graphique avec, je dirais, basé sur plus de 20 000 répondants dans les 7 dernières années. Et donc, comme vous voyez, c'est quand même assez diversifié comme résultat. On a quand même presque 50% qui tombent dans ce qu'on appelle l'économie sociale, donc coopérative ou OBNL. Puis, on a de l'autre côté aussi les entreprises individuelles, incorporées et sociétés non collectif. Donc, ça montre la diversité, puis ça montre que finalement, des fois, on obtient un résultat qui n'était peut-être pas celui qu'on avait en tête au départ. Donc, c'est intéressant de faire cette réflexion-là. Si vous voulez faire j'espère que vous avez fait le test, mais si vous ne l'avez pas fait, c'est aussi facile. C'est juste www.boussoleentreprenariale.com. Ensuite, pourquoi se poser la question? Pourquoi aller choisir une forme juridique assez tôt dans son parcours? Donc, la forme juridique, elle va quand même établir un certain cadre, un certain modèle pour votre entreprise. Chaque forme a ses particularités qu'on va voir aussi ensemble avec les 3 présentations. Et puis, dans le fond, ça va dicter comment est-ce que vous allez impliquer vos partenaires, comment est-ce que vous allez travailler avec les autres employés, l'investissement que vous allez faire, les responsabilités que vous aurez à avoir, la façon que vous allez aussi créer l'entreprise au niveau paperasse. Donc, tout ça, c'est important de se poser la question. C'est important de se le poser tôt aussi parce que si vous choisissez un projet collectif, par exemple, qui dit collectif dit équipe et donc adhérer à la vision. Et si vous voulez que les gens adhèrent à la vision, c'est intéressant de les impliquer plus tôt que trop tard. Donc, c'est toutes des questions comme ça qu'il faut quand même se poser. Tous les modèles sont valables, tous les modèles sont pertinent. Puis, c'est pas parce que Léa travaille à la CEDEC ou que moi, je travaille chez Réseau Coop qu'on va vous pousser un modèle. Nous, on veut vraiment que le modèle réponde à vos besoins. Donc, c'est le rôle aussi des accompagnateurs en entrepreneuriat de vous guider. Donc, ça ne change pas de slide. Est-ce que j'ai... D'accord. Ensuite, donc, pourquoi est-ce que les questions vous sont posées telles qu'elles sont dans le questionnaire? Si vous avez obtenu, par exemple, coopérative de travail comme profil, ça vous dit peut-être que finalement, vous voulez partager les responsabilités, vous voulez partager le pouvoir de décision avec vos collègues plutôt que de tout contrôler puis tout avoir le pouvoir ou, dans le fond, les responsabilités sur vos épaules. Si vous obtenez Inc., peut-être que vos réponses disaient que vous voyez votre projet d'entreprise plus comme un investissement et donc un projet entrepreneurial d'affaires pour faire de l'argent. Donc, finalement, à ce moment-là, ce n'est pas la mission qu'on donne à l'OBNL ou à la coopérative, donc ça va vous donner certainement plus la Inc. Ou l'entreprise individuelle. Si ça vous donne entreprise individuelle, certainement que vous avez répondu que vous êtes seul dans votre projet puis que vous ne comptez pas avoir de partenaire d'affaires. Donc, à ce moment-là, donc, il y a plusieurs questions comme ça qu'on va se poser en faisant la boussole. Le but de l'entreprise peut être important aussi. Donc, l'entreprise, si pour développer vos compétences, si c'est pour vous donner un milieu de travail intéressant, à ce moment-là, on va parler d'une coop de travail. Si on parle de remplir une mission sociale, regrouper une communauté autour d'une mission d'une communauté, à ce moment-là, on va peut-être parler plus d'une OBNL. Donc, finalement, lorsque vous apportez vos résultats à des conseillers, toutes ces questions-là peuvent être explorées puis précisées avec les personnes pour s'assurer que finalement, c'est un bon choix, c'est un choix validé. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la boussole et l'outil et un peu ce processus de réflexion pour l'instant? Non, ça va? Donc, on va rentrer dans finalement les 3 formes principales finalement qui sont présentées dans l'outil.
avec l'organisme sans but lucratif présenté par Léa. Oui, merci Erika. Alors, donc oui, je vous rappelle, je travaille à la SEDEC de Québec, dont la SEDEC de Québec accompagne les entreprises d'économie sociale, donc les coopératives et aussi les OBNL, de l'idéation du prédémarrage jusqu'à sa commercialisation. On offre aussi, pour ceux que ça pourrait intéresser, un service de comptabilité pour accompagner donc les entreprises. Je suis accompagnée de mes deux collègues conseillers aux entreprises aujourd'hui qui sont Christophe Bédard-Kipling et Dave François. Donc, si vous avez des questions à la fin de l'événement, je vous invite à nous les adresser. Si je ne peux pas répondre moi, mes collègues seront certainement capables d'y répondre eux-mêmes. Donc, les OBNL à volet marchand, donc c'est important de les distinguer des organismes communautaires qui, eux, ces derniers offrent gratuitement leurs services. Pour être un OBNL à volet marchand, donc la mission doit être de vendre des produits ou des services à sa clientèle. En ce sens, un OBNL à volet marchand tend à une rentabilité économique et sociale, contrairement à l'organisme communautaire qui a pour objectif uniquement la rentabilité sociale. Pour un OBNL à volet marchand, la procédure légale réside dans des lettres patentes qu'il faut obtenir donc au registraire des entreprises du Québec. Et sa régie interne, son fonctionnement est contrôlé par des règlements généraux. L'OBNL est incorporé selon la partie 3 de la loi sur les compagnies qu'on peut facilement retrouver sur Internet et cela stipule que le minimum légal pour constituer un OBNL à volet marchand est de 3 personnes minimum. Toutefois, nous, et idéalement, on suggère un minimum de 5 personnes pour créer et constituer un OBNL. Donc, juridiquement, l'OBNL est une personne morale distincte de ses membres. Dans un organisme à but non lucratif, donc le pouvoir réside dans son assemblée générale. Un membre égale un vote à l'assemblée générale annuelle. Donc, il y a vraiment une gouvernance démocratique. La gestion est partagée entre le conseil d'administration, qui est bénévole, et la direction générale, qui peut être, elle, bénévole ou salariée. Ce qui est intéressant avec l'OBNL et sa particularité, c'est que son capital est réinvesti dans ses œuvres et qu'aucun membre ne peut y puiser pour des fins personnelles. Il n'y a aucune donc participation au profit. L'affectation des excédents va à la réserve, donc c'est-à-dire qu'il peut y avoir un compte de surplus accumulé si surplus accumulé il y a. Pour la propriété des actifs, tous les biens financiers et le matériel sont la propriété donc de la personne morale de l'OBNL et ses membres n'ont aucun droit sur les biens ou les revenus de cette OBNL-là. Finalement, les membres ne sont pas personnellement responsables des dettes de l'organisme et donc, voilà, c'est donc la personne morale qui l'est. Pour moi, ça fait un petit peu le tour des grandes lignes pour l'OBNL à volet marchand. Je passe maintenant la parole à Sébastien Tanguay. Merci Léa. Alors, du côté de l'entreprise privée, évidemment, le but de l'entreprise privée est, contrairement à l'OBNL, est de générer des profits. Donc, c'est un but beaucoup plus qui est clairement commercial. Donc, c'est de générer des profits, d'engranger des revenus et éventuellement peut-être même de vendre l'entreprise pour en faire pour bâtir du capital. Il y a en fait 3 formes, là, comme on le voit ici, d'entreprises privées principalement. L'entreprise individuelle qui est la première, qui va dépendre en fait du nombre de fondateurs de l'entreprise. Donc, l'entreprise individuelle, on dit, c'est un fondateur. En fait, c'est un principe qui est relativement simple, très peu coûteux d'enregistrement. Les frais sont moins de 50 $. Mais au final, mon entreprise et moi font une seule et même chose, c'est-à-dire que ce soit Sébastien Tanguay ou l'entreprise ABC, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que
les revenus vont être placés dans mes revenus personnels sur mon rapport d'impôt. Les déductions de l'entreprise vont se déduire directement des revenus. Mais j'ai aussi la responsabilité pleine et entière, autant des finances que de tous les autres engagements de l'entreprise. Tout ça revient à l'individu fondateur. Et c'est aussi une formule où l'entreprise ne survivra pas, par exemple, au décès d'un fondateur. Donc, l'entreprise est vraiment reliée au fondateur ou à la personne qui l'enregistre. Mais c'est un processus qui est assez simple, donc dans certains cas, qui peut être très adapté à ça. Pour ce qui est de la société en nom collectif, je vais en parler brièvement. C'est un volet que nous, on rencontre moins au camp, donc je possède un peu moins, mais en gros, c'est un peu comme une entreprise individuelle. Donc, c'est un regroupement d'individus qui pratiquent le même métier. On va souvent le voir chez les comptables, les avocats, des choses comme ça, qui vont se mettre dans une société en nom collectif, mais la responsabilité reste à peu près la même. Même en fait, elle est partagée entre les associés. Donc, chacun des associés devient co-responsable des dettes de l'entreprise et toute autre responsabilité aussi, avec un taux d'imposition qui va ressembler à celui de l'entreprise individuelle, donc qui est très relié au revenu de l'individu. La troisième, celle qui est probablement une des plus connues, mais c'est l'incorporation, donc la compagnie. Nous, c'est ce qu'on voit beaucoup au camp. Principalement, donc, c'est une entreprise qui va avoir normalement plus d'un fondateur, là, souvent, quoique il y a des fondateurs uniques qui vont décider de s'incorporer. Quand on crée une compagnie, on crée ce qu'on appelle une personne morale. Donc, c'est la personne morale qui va prendre la responsabilité des dettes et des engagements de l'entreprise. Donc, c'est plus la personne, mais c'est la compagnie qui a ces responsabilités-là. Donc, l'investisseur a une responsabilité limitée envers l'entreprise. C'est un processus un peu plus complexe et coûteux. Une incorporation, c'est plus coûteux et plus complexe qu'un enregistrement d'entreprise parce que là, il y a des enjeux aussi légaux, il y a des documents différents, il faut avoir une convention d'actionnaire, il faut avoir des administrateurs. Mais il y a aussi beaucoup d'avantages, entre autres au niveau de la fiscalité, là, les règles et les règlements fiscaux pour les entreprises, les frais d'impôt sont beaucoup plus petits pour une entreprise que pour un individu. Il y a moyen aussi de réinvestir les revenus dans l'entreprise. Donc, il y a beaucoup d'avantages fiscaux à créer une entreprise par rapport à un enregistrement individuel, si on est surtout plus qu'une personne. C'est aussi un modèle qui est souvent plus facile à financer parce qu'en créant des actionnaires, on peut vendre des actions, donc on peut aller chercher des investisseurs qui vont devenir décisionnels ou pas, mais qui vont devenir partie prenante de notre société. Alors, c'est un modèle qu'on voit souvent là, justement là, dans les entreprises de plusieurs fondateurs ou les entreprises qui veulent avoir des croissances ou générer des profits ou éventuellement vendre leur entreprise ou aller à la bourse, évidemment. Là, donc, il y a plusieurs avenues. Comme je vous disais, au niveau de nous, l'entrepreneuriat technologique, c'est un modèle qui est extrêmement populaire, principalement à cause de la facilité de financement de ce modèle-là, mais qui vient avec certains enjeux différents. Alors voilà, ça fait un tour rapide des trois différentes options au niveau de l'entreprise privée. Merci Sébastien. Donc, en fait, mon rôle, ça va être de vous présenter le modèle coopératif. Puis j'essaie de faire le tour de manière globale, mais évidemment, puisqu'il y a 4 modèles ici, je ne peux pas trop rentrer dans le détail, mais je pense que vous allez comprendre l'essence de c'est quoi le modèle coopératif. Donc, la coopérative, c'est une entreprise collective créée pour répondre à un besoin économique, social ou culturel commun à un groupe de personnes. Le dit groupe de personnes sont les membres et ce sont les personnes qui définissent le type de coopérative. Et donc, finalement, le type est identifié par le besoin aussi. Donc, il y a 5 types de coopératives au Québec. Dans le cadre de cette conférence sur le démarrage, je vais prendre le temps de vous en présenter 4. Donc, avec la coopérative de travail, les membres cherchent à se créer un milieu de travail qui correspond à leurs valeurs, leur permettre d'avoir un contrôle sur l'entreprise et d'avoir de bonnes conditions de travail. Les domaines sont assez variés, donc je ne peux pas donner d'exemple précis, mais tantôt, on va avoir Francis qui va pouvoir peut-être nous en glisser plus de détails. Puis, pour démarrer une coopérative de travail, c'est un minimum de 3 membres.
Ensuite, avec la coopérative de consommateurs, les membres cherchent à avoir un accès à un produit ou un service de qualité à un bon prix. Donc, on peut penser à une épicerie ou un logement, donc plein de types d'entreprises qui permettent finalement à des consommateurs d'accéder à quelque chose qui était peut-être moins accessible autrement. Pour démarrer une coopérative de consommateurs, c'est un minimum de 5 membres. Avec la coopérative de producteurs, on peut regrouper des individus ou des entreprises, qu'elles soient coop ou non, pour mettre en commun des ressources ou de l'équipement, par exemple, pour s'offrir un service. Donc, la coopérative, à ce moment-ci, répond à un besoin de mutualisation, je dirais, plus. Et donc, l'exemple le plus connu, je dirais, au Québec, et un des plus anciens, c'est AgroPure. Donc, les fermiers vendent leur lait à AgroPure, puis AgroPure s'occupe de faire la transformation, l'emballage, la distribution, la vente et le marketing. Donc, au lieu d'avoir, disons, chaque ferme qui a son équipement de transformation du produit et distribution, ben, finalement, on a tout regroupé ça pour essayer d'avoir quelque chose de plus efficace. On peut aussi avoir des travailleurs autonomes qui veulent se regrouper pour se diviser les frais d'un espace, par exemple. Donc, ça peut être un espace de travail autonome dans n'importe quel domaine, mais ça peut être en art, par exemple, et puis ils ne veulent pas nécessairement être considérés travailleurs parce qu'ils ne vont pas travailler là à temps plein, ni avoir une dépendance aussi à comment est-ce que leurs revenus sont gérés. Donc, à ce moment-là, c'est eux qui vont payer la coopérative pour avoir accès à l'espace. Voilà, donc c'est un minimum de 5 membres pour démarrer la coopérative de producteurs. Au niveau de la coopérative de solidarité, donc c'est un modèle qui est un peu plus récent, mais c'est un modèle assez populaire. C'est environ 50% des coopératives, presque 50% des coopératives. Un instant. Je suis désolée. OK, est-ce que vous m'entendez? Oui. Mon télé... Ah, c'est quoi ça? J'entends bing bing. Ah, c'est pas moi qui entends bing bing. OK. Excusez, c'est parce que mon téléphone a sonné en même temps. Toujours pratique. Voilà. La coopérative de solidarité, dans le fond, c'est le modèle qui constitue 46% des nouvelles coopératives créées, dans le fond, au Québec. Cependant, il faut quand même se poser les bonnes questions parce que la coopérative de solidarité permet de regrouper 2 types de membres parmi travailleurs, usagers, qui sont soit les consommateurs et ou les producteurs, et membres de soutien. Donc, dans cette formule-ci, on a l'option d'ajouter des membres de soutien qui sont soit des individus ou des organisations qui ont un intérêt à notre mission. Et quand je dis qu'il faut se poser les bonnes questions, c'est que des fois, on veut être inclusif à la communauté, par exemple, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire de l'inclure dans notre gouvernance? Ou, par exemple, de prévoir des tensions qui pourraient apparaître entre des membres travailleurs et des membres consommateurs, parce qu'on voit bien que les intérêts sont assez divergents. Un veut des bons prix sur le service ou le produit, et les autres veulent des bonnes conditions de travail. Donc, est-ce que c'est possible de concilier ces besoins-là ou ces intérêts-là? Ça, c'est toutes des choses que vous pouvez discuter aussi avec le conseiller. Et pour démarrer une coopérative de solidarité, c'est un minimum de 5 membres. Et donc, rapidement, la coopérative, c'est une personne morale aussi. Donc, elle vous offre aussi un peu cette responsabilité partagée entre les membres. Elle est gérée démocratiquement et collectivement par ses membres à travers sa double structure. Donc, quand on parle de double structure, c'est-à-dire qu'elle a la structure d'entreprise, qui permet de gérer de manière horizontale, par projet, même avec une certaine hiérarchie s'il faut, dépendamment de la taille ou du domaine d'activité. Bref, on gère l'entreprise comme on a besoin de la gérer. Et donc, c'est entendu entre les membres. Mais il y a aussi un volet associatif qui contient aussi une assemblée générale et un conseil d'administration, tout comme l'OBNL. Donc, c'est vraiment comme une fusion des deux. Et donc, ça permet d'avoir tout le pouvoir dans l'Assemblée générale où est-ce que les membres vont pouvoir voter selon la règle du « un membre, un vote ». C'est vraiment là que s'effectue la gestion démocratique. Puis voilà, il y a une régie interne aussi qui dicte comment est-ce que l'entreprise coopérative fonctionne, qui est approuvée, révisée par les membres. Il est possible d'avoir des non-membres sur le conseil d'administration selon certaines règles. Il est aussi possible d'avoir des non-membres dans une coopérative de travail, par exemple, donc d'avoir des employés selon certaines règles aussi.
Et la gestion des surplus est réalisée par les membres, donc les membres votent. On peut soit réinvestir les surplus dans la coopérative ou, si les règlements le permettent, le distribuer sous forme de ristourne au prorata de l'utilisation. Donc, dans le cas d'une coopérative de consommateurs, on calcule le montant déboursé par le membre au courant de l'année, puis c'est les membres qui auront déboursé le plus qui vont avoir un plus grand retour. Puis dans le cas d'une coopérative de travail, généralement, on calcule selon le nombre d'heures travaillées. Donc, les membres qui auront travaillé plus d'heures vont avoir une plus grande ristourne. Je pense que ça fait pas mal un tour général. S'il y a des questions, on pourra rentrer dans les détails plus tard, s'il y a le temps. Mais je ne veux pas enlever le temps trop au panel. Quel document? Pardon. Ça dit 3 membres coop producteurs selon le document. On parle de quel document, pardon? Bon, en fait, j'imagine le PowerPoint, là, mais je ne vois pas cette information-là. Non, je ne le vois pas non plus. Mais en fait, non, en réalité, il y a vraiment juste la coop de travail qui permet 3 membres minimum. Pour tous les autres modèles, c'est 5 membres. À moins que ça ait été changé dans les 2 dernières années, puis je ne suis pas au courant, mais ça m'étonnerait. J'aurais une question par rapport à ça, au nombre de membres. Si c'est possible de la poser là ou après, comme vous voulez. Oui, vas-y. En fait, c'est juste que j'ai vu qu'au fédéral, pour être membre, pour partir un OBNL, on peut être juste une personne. Je me posais la question, pourquoi au fédéral, c'est une seulement? En fait, c'est bien de le mentionner. En fait, nous, on parle vraiment du contexte québécois. Les règles fédérales peuvent varier. Donc, au niveau des OBNL, je ne sais pas trop, je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas si Léa, tu connais la loi fédérale, mais je sais qu'au niveau des coops, il y a une loi fédérale, puis il y a des lois par province. C'est juste que pour pouvoir se constituer sous une loi fédérale dans la coopération, il faut absolument avoir des activités économiques dans plus d'une province, ou plutôt avoir des bureaux dans plus d'une province. Sébastien, tu avais dit quelque chose? Moi, je peux peut-être laisser Léa répondre, mais effectivement, là, pour les OBNL, je le sais, si on fait l'enregistrement de l'OBNL au Québec, c'est minimum de 3 personnes, mais effectivement, si on fait l'enregistrement fédéral, c'est un minimum d'une personne. On peut avoir une OBNL avec une seule personne. Alors, c'est juste une règle, une différence entre les règles d'incorporation au fédéral et au provincial. C'est un choix que vous faites de vous incorporer à un ou à l'autre. Voilà. Merci pour la question. Donc, en fait, tout cela dit, je pense qu'on peut aller un peu plus dans le détail, mais cette fois-ci avec le panel. Donc, on va vous présenter maintenant les 3 panélistes qui ont accepté notre invitation pour venir un peu parler de leur expérience, parler de leur entreprise, puis un peu vous inspirer pour voir si ça peut vous pousser dans votre réflexion. Donc, on a aujourd'hui avec nous Francis Duperron de Production 4 éléments à Québec, évidemment, qui, dans le fond, fonctionne sous forme de coop de travail. Il va pouvoir vous raconter son histoire. Il y a Mélina Patry de Corsair, donc qui va pouvoir vous parler de la forme OBNL. Et Olivier Rousseau, qui, dans le fond, travaille chez Spectrum et qui va pouvoir vous présenter plus le modèle Inc. Donc, sans plus attendre, je vais arrêter ma présentation pour qu'on puisse les voir. Et voilà, donc, bon, pour les panélistes, ma question pour démarrer, j'aimerais que tour à tour, vous preniez peut-être 1 minute ou 2 juste pour vous présenter votre organisation, votre entreprise et votre rôle, dans le fond, juste pour voir à qui on parle pour pouvoir situer les participants aujourd'hui. Bon, je vais y aller. Mon nom est Olivier Rousseau. Moi, je suis directeur associé de Spectrum. Spectrum, dans le fond, c'est une boîte de développement web et mobile qui a 12 ans d'existence. On est une compagnie privée depuis le jour 1. On est une compagnie profitable aussi depuis le jour 1. Donc, on pourra parler d'argent, de profit et de tout ce qu'on aime parler dans les compagnies privées, puis voir un petit peu comment est-ce qu'on peut balancer ça avec nos expériences personnelles dans Spectrum.
je ne sais pas si vous voulez plus d'infos. En fait, l'entreprise, dans le fond, on est une vingtaine de personnes, 25 personnes. On a un bureau à Québec et dans Saint-Roch. Depuis 2 ans, on a aussi un bureau en Suisse, à Sion, dans la région du vin en Suisse. C'est un associé qui est parti là-bas. Là. C'est pas pour des raisons fiscales étranges. C'est pour des raisons de cœur. On va mettre ça sur table tout de suite. Par la bande, on a aussi créé une OSBL aussi, là, v'là quelques années, là, Apollo 13, là, avec qui on travaille justement souvent avec le CAN, qui est un incubateur de start-up là, pour d'entreprises durables et responsables. Mais bon, c'est pas vraiment le sujet aujourd'hui. Là. Je laisse les autres se présenter. Merci, Olivier. Ben, je vais y aller en deuxième. Ah, ben vas-y, Mélina. Merci. Moi, c'est Mélina Patry. Je travaille chez Corsair Design Communication Web depuis 20 ans. Corsair a été créé en 1999, donc je suis arrivée 1 an après sa fondation, donc je ne suis pas la fondatrice de Corsair, mais je suis là depuis le tout début. À titre d'employée au départ, puis maintenant, je suis directrice générale et artistique avec 2 autres de mes collègues. Donc, on a décidé de faire ça en collaboration. Puis, on a une autre personne qui travaille avec nous, donc on est 4 au total. Bien sûr, comme on est un OBNL, il y a un CA qui nous régit. Puis, à la base, Corsair a été mis sur pied par un regroupement d'organismes de l'environnement qui souhaitaient se doter de services graphiques professionnels pour avoir des documents plus intéressants à présenter aux instances municipales et gouvernementales. Donc, c'est là qu'est né Corsair. Ils sont allés chercher quelqu'un qui s'y connaissait dans le domaine, qui est Natacha Genet à l'époque. Natacha a quitté depuis. Donc, voilà, c'est la petite histoire de Corsair. Merci. Donc, bonjour tout le monde, je m'appelle Francis Duperron. Je suis un des membres fondateurs dans le Fonds des productions 4 éléments, qui est une coopérative de travail, qui n'était pas une coopérative à sa fondation, mais qui l'est devenue un peu par accident. C'est quand même une belle histoire aujourd'hui. Donc, 15 ans plus tard, c'est une douzaine d'employés temps plein à l'année, puis un réseau de pigistes qui travaillent avec nous parce qu'on est on offre dans le secteur de la production vidéo. Donc, on produit de la série télé, de la publicité, du vidéo corpo, un peu tout ce qui se fait finalement en vidéo. Avec la pandémie, on a ajouté certains nouveaux services pour permettre aux gens aussi d'être en contact avec leur clientèle via Internet un peu plus dans une formule de live to tape. Je vous dis qu'on est devenu une coopérative un peu par accident et c'est le cas. On a traversé c'est une entreprise en fait qui s'est créée d'un projet collectif qu'on a décidé à un certain moment d'amener. C'est un projet radio qu'on a décidé d'amener à la télévision. Donc, on a eu en tout mouvement à se structurer. Puis, on a traversé un processus en fait qui nous permettait de financer nos projets. Ça a été un processus d'à peu près 1 an là, qui nous a permis d'aller chercher une subvention qui était importante à l'époque. Puis au moment de récupérer le chèque, alors que j'avais la main dessus, puis que la conseillère avait la main dessus aussi, elle nous a posé la question fatale, vous êtes une coop de quoi? Alors qu'on était une entreprise incorporée très, très conventionnelle, dans le fond. Fait qu'elle a retiré de son côté sur le chèque. Et en dedans de 24 heures, on a fait le flip pour adopter le modèle coop. Puis je vous dirais qu'à l'époque, on a choisi le modèle Inc. parce que c'était celui qui était populaire, parce que c'était celui qui était le plus connu. Parce qu'on voulait aussi protéger les individus des risques auxquels on s'exposait en se lançant en affaires. Mais le modèle coopératif, lorsqu'il nous a été présenté, en fait, correspondait parfaitement à notre modèle de gestion et à l'espèce d'équité qu'on voulait entre les personnes impliquées dans le projet. Avec le temps, ça nous a bien servi. Là. On a connu une belle croissance aussi d'à peu près 30% par année là, depuis la création de l'organisation en 2007. On n'a pas de bureau en Suisse. Ce serait ça, quand on l'entend, ça fait rêver, mais quand même, on réussit à créer des conditions de travail et un environnement, un milieu qui est intéressant aussi, puis qui permet à une partie de la pige dans le domaine de la production vidéo, elle est très, très, très présente. Certains y trouvent leur compte à fond, alors que d'autres, à un certain moment, veulent un peu plus peut-être de sécurité d'emploi, puis ils veulent une structure qui va leur permettre d'être des salariés, qui va leur permettre peut-être de se partir en famille ou de s'acheter une maison ou autre. Donc, c'est ce que la coop nous a permis de leur proposer à ces gens. Merci, Francis. Merci. Donc, tu as un peu triché, tu as été dans le question 2, mais c'est correct parce que dans le fond, tu as comme donné un petit
poussière de curiosité, là, donc que vous êtes tombé dans le modèle par hasard, un peu par erreur, mais tu n'as comme pas fait trop attendre. Puis un peu juste pour faire un mot à ce sujet, comme vous remarquerez, on a choisi 3 entreprises qui œuvrent dans un domaine similaire pour un peu vous montrer finalement que ça peut ne pas dépendre du modèle, plutôt du domaine du tout. En fait, les modèles s'appliquent à tous les domaines. Donc, en fait, pour donner la chance aux 2 autres participants d'un peu d'expliquer leur choix puis comment ça s'est fait, je relancerai la question. Mélina ou Olivier, qui veut poursuivre avec la question sur le choix et comment ça s'est réalisé? Je vais laisser répondre Olivier. Excuse-moi, Olivier, vas-y. Ça sera pas super long, ma réponse. Moi non plus, je n'étais pas là au début de l'entreprise tout à fait. Je suis devenu associé par la suite. Mais je dirais le choix d'aller vers l'entreprise privée était un petit peu, comme Francis l'a dit, de leur première mouture, un peu le choix par défaut. Mais on pourra sûrement en discuter plus tard. Moi, je pense toujours que c'est le bon choix pour nous. Puis il y a plein de choses qu'on pourra en discuter. Là, puis je ne rechangerai pas le choix ou la forme de l'entreprise aujourd'hui. Même si, justement, j'admire beaucoup les différentes structures et leurs avantages. Là, on pourra en discuter. Merci. Mélina? Donc, moi, comme je disais là en préambule, c'est pas moi qui a fondé Corsair, mais je sais que eux, comme c'était le modèle qu'ils connaissaient, c'était un regroupement d'OBNL, donc eux, ils sont allés simplement avec le modèle qu'ils connaissaient, puis ils se sont dit pourquoi pas un OBNL de service graphique. Donc, c'est comme ça qu'est né Corsair, simplement parce que c'est le modèle qu'ils connaissaient. OK, intéressant. Puis aujourd'hui, donc 20 ans plus tard, c'est quoi l'impact de cette forme finalement sur votre fonctionnement? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur les avantages et les inconvénients? Oui, c'est clair que au niveau des valeurs et tout ça, moi, je suis une graphiste, donc comme à peu près tous les gens qui sont finissants dans le domaine, on recherche pas vraiment à sauver le monde avec notre profession et tout ça, mais de travailler à l'intérieur de Corsair, d'être dans cette espèce de système de valeurs sociales, environnementales et tout ça, ça fait 20 ans que je suis là, ça va faire 21 ans, c'est pour ça. C'est vraiment parce que c'est chouette, c'est valorisant, c'est agréable. Donc, tout ça, toutes les valeurs qui entourent le modèle OBNL, qui sont plus sociales, ben ça, c'est vraiment un avantage pour nous, là. C'est vraiment ce qui nous garde à l'emploi, là. On a fêté les 10 ans de ma collègue Joanie à l'emploi. Josée, ça fait 13 ans qu'elle est là. Donc, on est vraiment... c'est ça, on s'y accroche. Quand on s'y accroche, on adhère puis on reste. Sinon, d'autres avantages, c'est qu'on offre des services graphiques à moindre coût. Donc ça, c'est vraiment super intéressant là, pour les entreprises qui sont plus petites, qui commencent. Donc, tu sais, les entreprises de graphisme, ça charge quand même des coûts assez importants. On a des tarifs réduits. C'est sûr qu'il faut vivre. Donc, on a quand même... il faut quand même charger parce qu'on a un bureau et tout ça, mais quand même, c'est la force d'une équipe qui est, tu sais, on a des prix quand même vraiment compétitifs comparés à des travailleurs autonomes. On est vraiment entre le travailleur autonome puis la grande entreprise. On vient vraiment jouer dans ce marché-là. Donc ça, c'est intéressant. Fait que c'est ça, c'est l'accessibilité, de rendre ça vraiment facile pour les plus petites entreprises. Sinon, les désavantages, là, je ne sais pas si tu voulais, Erika, qu'on embarque tout de suite dans les désavantages. En fait, je vais te poser la question. Tu viens de nommer les frais, dans le fond, de loyer, tout ça, mais la question, je pense, qui tue là, dans le monde OBNL puis le gros préjugé, il y a des salaires à payer aussi. Est-ce que ça a un impact sur vos salaires? Clairement, oui. Puis je dirais que c'est un désavantage un peu parce que il y a une petite difficulté à la rétention du personnel. Parce qu'au niveau des salaires, comme on n'a pas des tarifs excessivement élevés, on arrive à bien sortir l'épingle du jeu puis tout ça, ça va bien, mais
quand même, on ne peut pas se donner des salaires excessifs. Donc, il y a toujours ce juste travail-là entre mon salaire, mes avantages versus ce que je charge, versus mes services et tout ça. Donc, il y a ce petit jeu-là qui est un peu plus difficile. Mais c'est ça, c'est un des désavantages, c'est au niveau salarial parce que justement, il faut quand même être disponible au niveau social, être concurrentiel, donc il y a ça. Ouais. D'accord. Puis, en fait, je vais peut-être pour ça avec Olivier, parce que je vois que son micro est ouvert, mais aussi, j'aimerais savoir un peu, ça donne quoi finalement du côté Inc? Est-ce que ça vous donne quand même une flexibilité sur les projets que vous choisissez? Puis, finalement, c'est quoi l'impact pour vos conditions? Puis tout ça. Oui, ben, je vais peut-être pouvoir faire du pouce un petit peu sur ce que Mélina a avancé. Puis j'ai ouvert en disant, nous, on est profitable depuis la première année, puis on est incorporé, donc c'est une entreprise pour faire du profit, etc., un peu le classique. Mais au final, qu'est-ce que ça nous donne d'être dans une incorporation? Ça nous donne beaucoup de liberté, de faire un petit peu qu'est-ce qu'on veut. Donc, c'est pas obligé d'être vrai qu'une entreprise incorporée n'a pas de mission, n'a pas d'implication sociale. Moi, en fait, j'ai la ferme conviction que même si une entreprise privée, que son objectif est quand même le profit de ses actionnaires, on peut avoir une mission, puis on peut s'impliquer dans la communauté puis sociale. Au final, qu'est-ce qui va faire la différence? C'est qu'à la fin de l'année, si je réalise un profit, ben, je peux réinvestir dans ce que je veux. Fait que je peux m'acheter une Tesla ou je pourrais l'investir dans des causes qui me tiennent à cœur. Je pourrais investir dans des startups pour améliorer l'accompagnement pour les enfants, dans le sport, dans l'éducation. Je peux faire qu'est-ce que je veux avec mon profit à la fin de l'année comme entreprise. Je peux aussi l'investir dans les salaires de mes employés si je veux leur donner les meilleures conditions. Donc, je pense que de mon côté, mon point de vue, c'est que le Inc. me donne la liberté de faire ce que je veux avec le profit que je réalise. Puis le fait que je suis une entreprise de profit, ben, ça me force peut-être un petit peu de faire du pouce sur ce que vient d'avancer. Mon modèle d'affaires, ben, il est fait pour faire du profit. Donc, mes prix, je cherche pas à les mettre les plus bas possibles. Je cherche à suivre un peu la fameuse loi de l'offre et la demande pour donner des prix qui sont marchés, générer du revenu. À la fin de l'année, plus que je réalise du profit, mieux que c'est. C'est ça mon objectif. Mais après ça, ce qui va vraiment me définir comme entrepreneur, puis comme entreprise, comme personne morale, c'est ce que je vais faire avec ce profit-là. Nous, chez Spectrum, le profit, là, il n'est pas beaucoup sorti en dividendes dans les actionnaires. Il est beaucoup investi dans l'équipe. On met beaucoup d'argent pour notre équipe, que ce soit justement pendant les périodes difficiles comme le COVID, d'assumer des salaires même si on n'aurait pas eu à le faire, de ne pas geler les salaires à rien, même si des fois il y a de l'incertitude. Tout le profit puis l'argent qu'on accumule, puis qu'on a pu accumuler pour ça, ben, on décide de le réinvestir comme ça. On réinvestit de l'argent dans l'OSBL qui est Apollo 13 pour accompagner des startups, lancer différentes initiatives. On investit dans une initiative qui s'appelle le Parachute pour la santé mentale des entrepreneurs. Donc, c'est vraiment ce qu'on fait avec le profit, puis ça, on a la liberté de le faire. Puis plus tu as du profit, ben, plus que tu peux, je pense, suivre tes valeurs, puis jamais avoir à te compromettre. Moi, ça me dérangerait qu'un de mes employés est pas bien, puis de devoir lui dire, ben, t'as plus de vacances, fait que prends du sans solde, versus que là, si j'ai fait du profit cette année, ben, moi, je vais manger sur mon profit personnel, mais je vais pouvoir lui dire, ben, check, prends 2 semaines, là, puis je vais assumer ton salaire pendant ce temps-là, puis ça va pas tuer ma business, puis c'est juste que moi, à la fin, ben, j'ai moins peut-être de dividendes, mais tu sais, c'est pas, bottom line, c'est pas super grave, tu sais, ça sera une moins bonne année pour moi personnellement, où on réinvestira moins ailleurs. Pour moi, c'est important de réinvestir dans les employés. Fait que j'ai vraiment la liberté de le faire à ce niveau-là. Intéressant. Puis vous êtes combien, dans le fond, comme d'associés qui se partagent un peu les profits? Est-ce que tu es seul ou est-ce que vous êtes plusieurs? On est 5 partners, dans le fond. Moi, on est 3 comme nouveaux associés. Puis il y a 2 des cofondateurs qui sont encore là. OK. Donc, ben oui. Puis Francis, si tu peux dire un mot un peu justement peut-être sur les conditions de travail, là, comme finalement, est-ce que la coop elle influence un peu au même titre que dans Spectrum, les conditions de travail ou chez Corsair? Ben en fait, dans les 2 témoignages qu'on vient d'entendre, je te dirais que chez Production 4 éléments, en fait, c'est pas mal plus du modèle d'Olivier qu'on se rapproche, à savoir on a la liberté de prendre des décisions de ce qu'on va faire de notre profit à la fin de l'année aussi. Donc, c'est les propriétaires de l'organisation qui prennent cette décision-là, donc les membres.
Sauf que de la façon dont on va l'investir, la loi sur les coopératives va faire en sorte que, avant de prendre des décisions, la sécurité financière de l'organisation va être assurée, qu'on ne mettra pas en péril les emplois qu'on crée. Puis il va y avoir aussi un prorata de ce qu'on va pouvoir se ristourner, à savoir si on a fait énormément d'argent sur l'ensemble, mais que selon les heures qui ont été travaillées, 60% du chiffre d'affaires aurait été réalisé par les membres de la coopérative, alors que 40% par des employés. On ne pourra pas se ristourner sur le cash qui aurait été fait, dans le fond, sur le prorata des employés. Puis dans le fond, les décisions sont intéressantes parce que dans une coopérative de travail, les membres sont aussi les travailleurs, dans le fond. Donc, je te dirais que la prise de décision va souvent être orientée plus sur qu'est-ce que je vais vivre comme conditions de travail ou est-ce que je priorise d'améliorer les conditions de travail des prochaines années parce que cette année, on a fait beaucoup de profit ou, je fais du cash rapidement. Puis on a aussi la liberté tout au long de l'année, dans le fond. C'est pas mal le modèle qu'on utilise chez nous quand on veut assurer qu'il y ait du travail. Il y a des périodes fortes en prod vidéo, il y en a qui sont un petit peu plus tranquilles. On a un département de post-prod vidéo que je veux faire travailler sur des longues périodes. Quand je déploie ma production, j'ai des rushs à donner qui sont un petit peu plus courts. Mais après ça, je veux m'assurer que mon monde va avoir une sécurité d'emploi à longueur d'année. Fait que là, on s'associe, on choisit en fait des causes auxquelles on adhère. Je te dirais que dans les 15 dernières années, on s'est beaucoup impliqué en prévention du suicide. Production 4 éléments va embarquer en titre de commanditaire pour souvent faire travailler ses membres parce qu'on supporte telle ou telle cause. Mais tu sais, c'est ça. Puis dans le fond, avec le temps, on n'est pas tenu d'offrir des services à rabais. Puis, je veux dire, en consommant coop, c'est pas ce que le consommateur doit rechercher a priori. On vend nos services en fonction du marché. La coop est très, très, très proche de la Inc. Là, la coop qui a des services marchands. Ce qu'on vend présentement, c'est la signature PKT. C'est pas le modèle coop. Nous, on en fait la promotion, on le met vraiment upfront parce qu'on pense que c'est un modèle qui est équitable. Puis je suis très conscient que même dans l'entreprise privée, il y a des entrepreneurs qui ont des valeurs sociales super développées puis qui vont s'impliquer. Je te dirais qu'avec les coopératives, c'est un peu, on est tenu aussi d'avoir ce côté social-là de développer dans le fond. C'est ça. Donc, chez PKTA, le modèle est intéressant. Je pense pas que le modèle serait à se modifier si on avait la réflexion au jour d'aujourd'hui parce que dans la rétention du personnel, dans le sentiment d'attachement qu'on sent quand on recrute quelqu'un chez nous, assez rapidement, nous, la possibilité de devenir actionnaire, ce n'est pas une décision qu'on va prendre, c'est écrit par la loi. On a l'obligation après un certain nombre, après une période où on a travaillé avec les employés, de proposer le membership. Parce qu'on va l'intégrer à travers les membres. C'est une possibilité que les gens ont. Donc, c'est ça. Oui, donc ce que j'entends finalement, c'est que finalement, Spectrum choisit de fonctionner de cette manière-là, donc qui a quand même des valeurs sociales et donc qui s'apparente finalement à votre fonctionnement chez Production 4 éléments. Mais la grande différence, c'est que chez Production 4 éléments, c'est un peu écrit dans la loi coop. Donc, il y a un peu cette grande différence parce que souvent, je me fais poser la question, puis, tu sais, une Inc ne pourrait-elle pas fonctionner de manière horizontale avec une mission sociale? Oui, tout à fait, mais ce n'est pas écrit dans la loi, donc ça peut être changé, ça peut être modifié à n'importe quel moment. C'est du moment que les décideurs, les propriétaires de l'entreprise décident que c'est plus comme ça qu'ils veulent fonctionner, ça peut être changé. Olivier, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je trouvais ça intéressant. Moi, ce que j'aime beaucoup du modèle coop, justement, comme Francis a parlé, c'est un peu la mobilisation que tu as des gens dès le jour 1 parce qu'ils deviennent des membres. Puis après ça, tout le monde travaille vers la même mission. Donc, la mobilisation est comme par défaut inscrite pratiquement dans les règlements de l'organisme versus l'entreprise. Là, la mobilisation, elle doit se faire. Puis c'est l'entrepreneur ou les actionnaires qui décident justement de mettre cette structure-là en place pour mobiliser les gens. Puis justement, les ristournes et les dividendes qu'on voit souvent dans les coops, il y a des manières de recréer ça aussi dans du Inc. Je peux décider à la fin de l'année que moi, mes profits et mes excédents, là, après mes implications puis toutes mes implications sociales, s'il reste des profits, puis là, je suis rendu à me sortir des dividendes, mais je peux décider aussi d'en donner une partie à mes employés
puis qui pourraient comme être mes membres, dans le fond. Puis on appelle ça un bonus, en gros, mais je peux décider d'être généreux ou de ne pas en donner ou d'être un peu moins généreux. J'ai le contrôle un peu là-dessus, mais c'est pas par défaut. Fait que la mobilisation, il faut que tu la donnes, il faut que tu promouvois tes valeurs à l'interne, puis que tu en parles beaucoup pour que les gens y adhèrent. Versus coop, je pense que le jour 1, tu rentres là-dedans, puis tu le sais là, que tout le monde travaille de la même manière, puis a la même mission dès le jour 1, j'ai l'impression. Je ne sais pas si Francis, tu veux faire du pouce, là, mais. Ben, oui, ben en fait, les gens travaillent tous de la même façon. C'est sûr que dans le processus, pour aller chercher un membership, en fait, les membres qui créent l'organisation vont choisir des profils à un moment donné. T'sais. Et sachant qu'après un certain, je pense que dans la loi, c'est 18 mois, selon ta coopérative, tu peux adapter tes règlements généraux là, pour diminuer la période de probation d'un employé pour qu'il devienne membre. Mais tu sais, l'importance d'évaluer aussi la personnalité de l'individu. On recherche des compétences techniques, c'est certain, mais à un moment donné, on veut s'assurer que la personne est fit dans le groupe, qu'on est un groupe, sans nécessairement être identique ou homogène, mais au moins dans notre façon de travailler, dans notre attitude, le fit passe en équipe. Il y a des avantages peut-être pour les gens qui nous regardent, qui sont peut-être à la veille de créer leur organisation. Avantage ou inconvénient, là, une coopérative, je suis un des membres fondateurs, ça fait 15 ans que j'ai démarré l'entreprise avec des amis. Au fil du temps, au jour d'aujourd'hui, des 5 membres fondateurs, on est 2. Puis quand on a perdu les fondateurs, en fait, on n'a pas eu de chèque à signer, les gens ont récupéré les parts sociales qui avaient investi dans l'organisation, mais la croissance qu'avait connue l'organisation, ben, c'est un peu un gros pour eux, mais ils n'ont pas pu partir avec leur part. Donc, une coop, ça ne se vend pas. Une coop, une coop, c'est là pour exister. Si les fondateurs partent demain, je ne peux pas vendre mon entreprise. Donc, ça, pour le travailleur, pour le nouvel employé, le nouveau monteur ou le nouveau réalisateur super talentueux qui veut s'impliquer dans un projet à long terme, il sait qu'en intégrant, mettons, production 4 éléments, même si l'entreprise va bien, puis à un moment donné, les employeurs ne pourraient pas vendre. Puis après ça, tu ne sais pas ce que l'entreprise va rester. Il y a un côté terrain aussi, je pense, pour le recrutement des employés qui peut être intéressant. Puis oui, pour la mobilisation, Olivier, je pense que les gens, sachant qu'un jour, ils pourraient devenir membres, ce n'est pas une obligation. Là. Il y a des gens qui veulent un emploi 8 à 5 avec des conditions de travail qui vont leur convenir, mais qui n'auraient pas nécessairement envie d'aller plus loin ou de revêtir le chapeau de l'entrepreneur. Ça vient avec des rôles, ça vient avec des responsabilités aussi d'être entrepreneur. T'sais. Bien sûr que dans une coop, c'est réparti sur les membres, mais reste que... En tout cas, l'exercice de mobilisation est là. La coop, par son modèle, ça peut être sécurisant pour quelqu'un qui veut intégrer une organisation sur du long terme. Surtout quand elle la voit prospérer et qu'elle la voit croître. Ouais, tes journées sont longues, 8 à 5, je trouve ça long. Juste pour revenir un peu à l'OBNL, Mélina, en fait, j'avais des questions parce que je ne veux pas qu'on passe tout droit. J'aurais comme une question un peu tout en un, là, mais comment ça se passe concrètement? Comment est-ce que les travailleurs sont impliqués? C'est qui gère? Comment vous gérez? Puis, est-ce que vous avez des membres? C'est qui est sur le CA? Parce qu'il y a un CA, puis normalement, c'est un peu distinct. Donc, si tu peux nous donner un petit peu ce portrait-là, ça serait super intéressant pour venir le compléter. Oui. Bien, nous, on n'a pas de membres à part les membres fondateurs. Donc, Corsair a des organismes qui ont créé Corsair. Donc, eux bénéficient de tarifs préférentiels. Donc, c'est leur avantage à titre de membre. Puis, on a des administrateurs qui font partie de ces organismes-là sur notre CA. Ce n'est pas tout notre CA qui est composé de ces organismes-là, mais il y en a quelques-uns. Après ça, sinon, à l'interne, c'était quoi ta question? Excuse-moi, là, tu m'as parlé de... Oui, donc un peu l'implication des travailleurs, comment est-ce que vous divisez, puis comment est-ce que vous gérez? Oui, en tout cas, nous, on est tous impliqués également, ou presque.
C'est sûr que là, on est 3 à la direction, donc c'est comme si on était 3 associés. On fait de tout, là. On rencontre les clients, on fait de la paperasse, on fait du graphisme, on fait de tout. Donc, on s'occupe de vraiment de A à Z de l'entreprise. Puis, Émilie, qui travaille avec nous, a pas mal de latitude aussi. Elle s'occupe de vraiment presque tout, là, à part le développement et le développement des affaires qui se fait par nous. Mais sinon, c'est vraiment... on a vraiment beaucoup de latitude. On a de la latitude aussi de notre CA. Notre CA est vraiment très... il nous fait confiance. Ils sont là, ils ont été là en temps de coup dur pour nous épauler. Puis moi, j'ai pas la fibre entrepreneuriale là, d'avance là, en moi. C'est pas ça que je voulais faire dans la vie, d'être entrepreneur. Donc, d'avoir un CA derrière moi qui s'y connaît, qui sait pallier à tel ou tel problème, parce qu'on sait qu'on a souvent des petites jambettes dans la vie en tant qu'entrepreneur. Donc, ça, d'avoir des gens derrière nous et aussi de savoir que si Corsair plante ou si je suis pas responsable financièrement de ça, c'est quand même bien, là. C'est quand même rassurant pour quelqu'un comme moi là, qui s'en allait, qui a accepté la direction de Corsair un peu ah oui. Donc à ce niveau-là, c'est quand même un sacré avantage d'avoir des gens derrière nous qui peuvent nous épauler. Merci, Mélina. Léa, Sébastien, aviez-vous des petites questions précisantes avant qu'on ouvre les questions au public? Moi, je serai avec les questions de la gang pour les entendre. Est-ce qu'on peut y aller peut-être avec une première question d'Isabelle Gilbert qui s'adressait à Olivier? Olivier, tu l'as peut-être vu passer. Est-ce que, donc, vous avez choisi avec Spectrum de prendre la forme, le type de propriété Inc., mais avec Apollo 13, tu peux peut-être nous parler de ça. Vous avez choisi la forme OBNL. Oui. Donc, pourquoi, qu'est-ce que c'est Apollo 13, premièrement, et pourquoi la forme OBNL dans ce cas-ci précisément? Oui, c'est une super bonne question. Dans le fond, Apollo 13, c'est un incubateur de start-up. Donc, c'est de l'accompagnement personnalisé qu'on fait auprès d'entrepreneurs, un petit peu comme CEDEC, Le Camp, il y en a plusieurs à Québec quand même. Nous, dans le fond, ça, avant, on le faisait à l'intérieur de Spectrum. Donc, Spectrum, ça faisait partie un petit peu de l'investissement qu'on remettait à l'interne. On aime beaucoup travailler avec des gens entrepreneurs. On investissait du temps pour les accompagner, les aider via Spectrum. C'était une genre de... C'est pas une branche financière parce que ça rapporte pas grand-chose nécessairement de le faire. C'était en plus pour nos valeurs. Donc, il y a quelques années, on a vu des opportunités. On avait beaucoup plus de demandes. Donc, ça a commencé à devenir un service d'accompagnement qui demandait beaucoup plus de temps. Donc, moi, j'ai pris l'initiative de regarder un petit peu ce qui se faisait. Puis bon, au SBL, ce qui est intéressant, c'est que ta mission est éternelle. Un petit peu comme France l'a dit tantôt, comme une coop. Tu ne peux pas vraiment la vendre, tu ne peux pas vraiment la fermer. Elle peut finir par fermer, mais normalement, la mission va toujours être là. Il va toujours avoir un CA qui va se renouveler pour porter cette mission-là. On peut nommer un nouveau directeur pour que les opérations continuent à fonctionner. Donc, c'est comme une mission éternelle, c'est comme un leg que tu laisses. Fait que nous, on s'est dit, parfait, on pourrait peut-être, notre mission de créer des entreprises plus durables, plus responsables, on va la transposer dans une OSBL. Puis bon, une OSBL, les avantages que ça a, pourquoi on a fait ça pour ce projet-là, c'est pour acheter des subventions, dans le fond, principalement. Bon, un OSBL, ce qui est intéressant, vu que comme c'est une gouvernance neutre, nous, on a cherché un CA qui est externe à Spectrum, il n'est pas contrôlé par Spectrum. Pour que tu aies une bonne gouvernance, en fond, surtout quand tu cherches de l'argent de subvention. Donc, ça nous permettait de faire un levier. Donc, tu sais, Spectrum, on investit des centaines de milliers de dollars dans ce projet-là. On peut aller chercher des leviers externes de subvention pour avoir 2 fois plus d'impact. On s'est dit pourquoi pas. Donc, on a créé Apollo 13, OSBL séparé. Spectrum, on continue de mettre de l'argent dans ce projet-là, mais on a un levier supplémentaire grâce aux subventions. Puis versus la Inc., c'est plus compliqué un petit peu de recevoir ce genre de subvention-là dans une entreprise où je reçois l'argent et après ça, je peux faire un petit peu ce que je veux avec. J'ai trop de liberté. Là. Fait que des fois, les subventions, eux autres, ils ne vont pas nécessairement venir subventionner ce genre de projet-là dans des Inc. parce que c'est trop dangereux, par exemple, pour le gouvernement, le ministère de l'Économie, de venir donner de l'argent à une Inc. Versus à une OSBL, que bon, il y a des règles de gouvernance à respecter.
Puis il y a vraiment une mission là, qui doit être portée là, quand l'argent est donné dans cette OSBL-là. Puis bon, il y a toujours des ratios. Ils ne vont pas donner de l'argent justement s'il n'y a pas d'entreprise privée qui back. Donc Spectrum, ça nous permettait vraiment de faire un levier pour Apollo 13. Aujourd'hui, dans le fond, Apollo 13, c'est une OSBL dont il y a 2 employés qui sont autonomes, là, séparés de Spectrum, là, qui sont sur leur payroll et tout. Là. Je ne sais pas si ça répond Merci, bien. Olivier, oui. Est-ce qu'il y aurait des questions? Il y avait une autre question d'Isabelle. Qu'en est-il des modèles hybrides où l'actionnariat est partagé entre une coop de travailleurs actionnaires et un ou des individus propriétaires? J'ai lu dans Le Soleil récemment que Robotique avait choisi ce modèle. Ben, je peux peut-être en dire un mot. J'avais lu la question, en fait, si je connais bien Robotique. C'est vraiment intéressant, en fait, pour joindre un peu là, les 2 modèles. On parlait du sentiment d'appartenance de tout à l'heure. Je ne sais pas si vous connaissez Robotique, là, mais c'est une super entreprise québécoise, en fait, là, qui a le vent dans les voiles, qui a été reconnue à multiples reprises, là, qui se spécialise dans la création de mes robots. C'est un secteur de haute technologie ultra qui a quand même le vent dans les voiles, mais il y a aussi une guerre qui se mène entre les différentes entreprises pour avoir la meilleure main-d'œuvre possible. Puis, à un certain moment, d'une organisation à une autre, c'est sûr qu'il y a des valeurs, qu'il y a des trucs, mais à un moment donné, pour l'employé, ben, tu vas opter pour le salaire qu'on te propose puis ce qu'on te donne. Puis Robotique, en fait, ont décidé de créer une coopérative de travailleurs actionnaires à l'intérieur de l'entreprise à laquelle peuvent adhérer les employés. Puis dans le fond, cette coopérative de travailleurs actionnaires-là, elle est propriétaire d'un bloc d'action de Robotique. Donc, elle a des parts dans l'organisation, plutôt que d'avoir une personne qui va siéger sur le board des propriétaires, bien, les employés de Robotique, qui sont également les propriétaires de la coopérative de travail à l'intérieur de l'organisation, ont dorénavant un siège sur le conseil d'administration de l'entreprise. Donc, on peut comprendre là, que dans le milieu aujourd'hui, les employés de Robotique qui travaillent là, qui voient les succès que connaît l'organisation, savent qu'ils ont aussi, dans le fond, leur part financière des succès de cet organisme-là, de cette organisation-là, via la coopérative de travailleurs actionnaires. Ça fait quand même plusieurs années, si jamais là, les gens sont intéressés, il y a sur YouTube un reportage qu'on a réalisé, dans le fond, avec l'équipe de Robotique. On est allé voir et ils nous expliquent pourquoi ils l'ont fait. C'est assez intéressant, mais tu sais, on n'a pas beaucoup parlé, dans le fond, de la coopérative de travailleurs actionnaires, en fait, qui est un modèle dont on veut de plus en plus parler parce qu'il y a de la reprise collective qui va être à faire. Tu sais. C'est un modèle qui devient un outil qui est particulièrement intéressant parce qu'en tant que particulier, je ne suis pas certain d'avoir ce qu'il faut comme argent pour racheter mon propriétaire, le propriétaire de l'entreprise pour laquelle je travaille. Ceci dit, si moi et mes 12 autres collègues, on s'en parle, puis on pousse toutes nos vies dans le centre, bien, il y a probablement possibilité d'acheter une partie des actions de l'organisation, puis de créer sa coopérative de travailleurs actionnaires, ou même de reprendre l'entreprise complètement, puis de la monter sous forme de coopérative. Bref, la question par rapport à Robotique, là, je la trouve vraiment intéressante. Je trouve que c'est une façon innovante d'utiliser le modèle coop à l'intérieur des entreprises privées qui a à cœur justement le bien-être de ses employés, puis qui va à un moment donné mettre un outil en place pour que là, la mobilisation soit déjà faite, qu'elle ne soit plus à refaire à chaque fois, puis à être sur ses gardes par rapport à ce que la compétition pourrait offrir à nos employés. Merci, Francis, d'avoir présenté la CTA. Dans le fond, la CTA, Coopérative de travail actionnaire, c'est le 5e modèle que je ne vous avais pas présenté au début. Si tu me permets, juste pour faire du pouce sur ce que Francis vient de dire, la reprise collective, un réel succès concret qu'on a vu à Québec, c'est la coopérative, le journal Le Soleil, qui vraiment a sauvé cette entreprise-là et qui se sont créés sous une forme de coopérative. Donc, vraiment, c'est un bon exemple de reprise collective. Merci. Ludos, tu avais une question? Oui, je voulais savoir, en fait, je viens juste de comprendre qu'est-ce que c'est justement une coopérative d'actionnaires, c'est nouveau comme on dit. Et en fait, c'est-tu juste la coopérative? Est-ce que ça soutient simplement les droits d'action ou aussi les droits éthiques par rapport aux travailleurs
pour l'entreprise Inc. Je ne sais pas si vous aviez répondu à ça, là, ou… Pardon, qu'est-ce que tu veux dire par, dans le fond, les droits des travailleurs? Ben, tout ce qui est par rapport à leur travail, à leur temps, leur horaire, leur structure d'horaire aussi. Puis, justement, les tâches et, le temps qu'ils peuvent donner pour autre que leurs tâches précises du travail, tu sais, à l'extérieur. Dans le cadre de la CTA, donc de la coopérative de travail actionnaire? Ben en fait, je pourrais pas. Là, on n'a pas de témoignage ici, mais en fait, selon la forme, les travailleurs ont encore leur rôle de travailleurs dans l'entreprise. Ils ont un certain pouvoir de décision, mais qui est lié à un investissement, donc un certain pourcentage de part. Donc, c'est sûr que quand on regarde le graphique de la gestion collective d'une coopérative, on voit vraiment ce processus-là d'assemblée générale, de conseil d'administration, et donc, on revient vraiment plus aux travailleurs dans une CT, dans une coopérative de travail. J'imagine que les travailleurs vont avoir un mot à dire sur leurs conditions de travail quand ils ont un certain pourcentage d'action dans l'entreprise. Mais en réalité, je ne peux pas le confirmer là, sans avoir vraiment la réponse d'une personne qui le vit. Mais je pense que, par exemple, la librairie Pantoute à Québec ne conserverait pas la CTA comme modèle si les conditions n'étaient pas adéquates pour les travailleurs. Mais bon, c'est une portion de réponse. Isabelle, t'avais-tu quelque chose à ajouter? Juste sur la CTA, en fait, ce que je comprends, c'est que l'avantage pour une entreprise privée de constituer une CTA, c'est non seulement de mobiliser, il y a un avantage important en termes de mobilisation du personnel, puis de rétention du personnel, puis d'avantage ou de sentiment d'appartenance, évidemment, mais pour le propriétaire privé qui se constitue une CTA, c'est aussi d'avoir un apport en capitaux intéressant sans avoir à aller diluer avec des gens qui ne sont pas impliqués dans l'entreprise, des banquiers ou des investisseurs externes pour venir pour apporter cet apport en capitaux-là nécessaire à la croissance de l'entreprise. Tu demandes à tes employés à travers la CTA de participer au capital de l'entreprise en leur donnant un pouvoir décisionnel à la hauteur du bloc d'actionnariat qu'ils auront obtenu. Donc, à la question de tout à l'heure, est-ce que les employés ont un pouvoir sur leurs conditions de travail et les choix éthiques de l'entreprise? Ben, ils en ont plus, assurément. Ils ont un pouvoir formel si la CTA possède, je ne sais pas, 50% du bloc d'actionnariat, ben, il y a un pouvoir de 50% décisionnel à 50%. Donc, oui, ils ont plus de pouvoir, un employé a plus de pouvoir dans une formelle avec une CTA qu'il n'en aurait à titre de simple employé. Ils n'ont pas tout le pouvoir d'une coopérative de travailleurs actionnaires, par exemple, de travailleurs classiques. C'est pour ça qu'on dit que c'est un modèle qui est hybride. Oui. Donc, bon, finalement, juste pour dire un dernier mot sur la CTA, finalement, c'est ça. C'est surtout dans un contexte de transfert. Puis, d'ailleurs, il y a le site transfertcoop.com qui existe là, si vous avez comme un projet de transfert d'entreprise. Puis, comme on vient de le dire, là, il y a l'intérêt des travailleurs, mais il y a l'intérêt aussi de ceux qui cèdent. Donc, c'est un travail qui se fait des deux côtés. L'initiative peut venir des travailleurs eux-mêmes s'ils entendent parler que l'entreprise est comme potentiellement en vente, mais ça peut venir aussi des cédants qui se préparent à leur retraite puis qui se disent « Ah, mais mes travailleurs sont assez impliqués, donc on va aller voir avec eux si on ne peut pas faire quelque chose. » Donc là, le temps file. On aurait le temps peut-être pour une dernière petite question avant de clore le panel et la conférence. Est-ce qu'il y a une dernière petite question pour les panélistes aujourd'hui? Francis, tu as une question pour toi? Vas-y. Ben là, t'es muté. Je ne peux pas t'entendre. En fait, c'est pas une question pour moi, là. C'est juste que ce que tu viens de dire. Au moment où on se parle, on sait qu'il y en a beaucoup des repreneurs qui ne savent pas. Avoir créé une entreprise que tu as opérée pendant 50 ans, que tu pensais peut-être un jour céder à tes enfants qui, ben, à un moment donné, sont rendus à un certain âge, ils ont déjà des carrières, sont un petit peu partout, tu t'en trouves le nez devant rien. La reprise collective est une alternative intéressante aussi pour un cédant qui aurait quand même un attachement à son organisation. Pour qui, oui, il est peut-être rendu à l'âge de la retraite, mais c'est pas non plus
son intention de couper les ponts complètement avec le bébé qui a chéri pendant autant d'années et qui a contribué à développer. Donc, la reprise collective, la vendre à ses employés peut permettre aussi à un cédant de rester impliqué dans cette organisation-là sans avoir trop d'engagement. C'est clair qu'un propriétaire d'entreprise qui vend aura toujours sa place, j'imagine, sur un conseil d'administration pour aider justement à la transition avec les employés qu'il a connus. Dans le fond, si j'avais envie de le préciser maintenant, c'est que le modèle, encore une fois, n'est pas connu. Et, il y a encore trop de gens au moment où on se parle qui sont vraiment dans des situations où ils ne savent pas ce qui va se passer avec leur entreprise, ils n'ont peut-être pas de repreneurs, ils ne savent pas à qui vendre, où il y aurait des repreneurs, mais ne sont pas prêts à se séparer complètement de l'entreprise qu'ils ont créée parce que, pour différentes raisons. Bref. Donc, j'avais envie de préciser ça là, pour que la bonne nouvelle se propage. Ben, en fait, c'est intéressant ce que tu dis, puis je pense que c'est un tour aussi. Donc, déjà au début, dans vos 3 témoignages, un peu l'idée, ça a été, ben, c'était la forme, pour Spectrum puis Corsair, c'était la forme qui était connue par les membres fondateurs. Donc, finalement, ça a été un peu naturellement vers cette décision-là. Puis, P4E, ben, ça a été un peu imposé, mais vous ne le connaissiez pas, puis aujourd'hui, vous l'avez adopté, là, quand même. Là, on sait que Francis est devenu porte-parole de la coopération, mais dans le fond, je pense que c'est pour ça que nous, on trouve ça intéressant de faire des activités comme celle-ci pour vous faire découvrir toutes les formes qui s'offrent à vous, puis de voir toutes les nuances qu'il peut y avoir finalement à travers ce choix-là. Puis je pense que, comme ce que Francis disait par rapport, si je mets mon petit dernier mot de coop, après ça, je passerai le bâton, mais au niveau de la coop, je me fais demander, mais c'est quoi l'avantage finalement, plutôt qu'une Inc? Ben oui, une Inc, tu peux poursuivre, mais comme on vient de le dire, dans le transfert, finalement, il faut trouver des gens pour reprendre si on veut que la mission se poursuive telle qu'elle est. Tandis que dans une coop, ben, tu intègres des nouveaux membres, puis éventuellement, d'autres personnes vont pouvoir porter avec toi cette vision-là, puis cette mission d'entreprise-là. Et donc, dans le fond, c'est pas juste les membres fondateurs. La mission peut se poursuivre après les membres fondateurs. Léa, si tu veux me dire un petit dernier mot sur l'OBNL? Oui, bien sûr. Ben, en fait, on parle ici de type de propriété. Donc, ce que j'ai entendu, moi, ce matin, c'est que l'important, c'est d'être en concordance avec ses valeurs, puis que tu peux, selon ta forme, l'être toujours, malgré que tu aies une Inc., un OBNL ou une coopérative. C'est vraiment dans la façon de gérer et de fonctionner, parce que nos 3 panélistes sont tous dans le même domaine, font à peu près souvent peut-être même les mêmes tâches, mais c'est vraiment au niveau de la gestion, de la gouvernance, de la démocratie et des surplus que ça joue réellement. Donc, si vous avez des questions, je suis en train de mettre dans le chat les sites Internet des 3 organisations, donc la CEDEC de Québec, le CAN et Réseau Coop pour vous accompagner si vous avez besoin, justement, vous êtes en pré-démarrage, donc de la choisir, votre forme juridique, ou encore si vous souhaitez modifier votre forme juridique. Donc, il y a des conseillers dans les 3 organisations pour vous accompagner. Merci beaucoup à nos 3 panélistes, Mélina, Francis, Olivier, d'avoir été présents, d'avoir pris le temps de nous répondre. Merci également à Sébastien Tanguay de l'accélérateur Le Camp d'avoir été présent pour nous présenter les Inc. Erika, merci infiniment pour l'organisation et l'animation de cette activité aujourd'hui. Donc, vraiment, chers participants, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, si vous voulez peut-être revoir l'activité d'aujourd'hui, donc on est enregistré, nous vous la ferons parvenir sous peu. Voilà, donc merci à tout le monde. Je vous souhaite un bel après-midi. Merci.